Comment se préparer à une décroissance générale et est-ce que agir sur l'agriculture pourrait permettre d'entraîner le reste de la société dans le mouvement? Alors une décroissance générale de quoi? Une décroissance généralisée de l'économie, du modèle. Alors comment s'y préparer? Je repose la question, est-ce que je m'adresse à vous dans cette histoire ou à la personne qui vient faire le ménage ici à 6 h du matin? Parce que, non justement, la réponse n'est pas du tout la même. Parce qu'elle, elle y est déjà. Je l'ai dit tout à l'heure, si vous regardez les indicateurs physiques de l'économie, en fait, ça fait maintenant, depuis 2007, et ce n'est pas un hasard, qu'en Europe, il diminue. Alors, c'est quoi mes indicateurs physiques de l'économie? C'est les tonnes chargées dans les camions. Parce que les tonnes chargées dans les camions, c'est un très bon indicateur physique de l'économie, et ces tonnes chargées dans les camions décroissent depuis 2007 en Europe. Les mètres carrés construits par an décroissent en Europe depuis 2007. Donc, quand vous regardez ces indicateurs-là, vous vous rendez compte qu'en fait, la hausse du PIB est une hausse de façade. C'est un truc qui ne veut plus dire grand-chose. Et en fait, depuis 2010 même, le revenu disponible des ménages, en moyenne, décroît légèrement. Donc c'est pour ça que ce n'est pas du tout une boutade. Quand je dis la personne qui vient ici à 6 h du matin, eh bien, elle est déjà de fait dans la question. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, un, système D, et deux, elle vote RN. Voilà, ou elle ne vote pas. C'est exactement comme ça qu'elle... Non mais je ne plaisante pas, c'est exactement comme ça qu'elle se présente. Et une bonne partie de l'élite à laquelle j'appartiens est totalement aveugle aux causes profondes de ce qui est en train de se passer et s'imagine qu'on contre le RN avec des discours incantatoires. Non, non, ça ne sert à rien. Parce que la cause profonde, elle est physique. Tant que vous ne traitez pas la cause profonde, vous ne traiterez pas le symptôme du mal. Donc comment on s'y prépare? Alors on s'y prépare, ou plus exactement, comment on y répond. Je pense qu'on y répond en ne prenant pas les gens pour des cons, en leur expliquant, même si c'est parfois pas très sympathique, où on en est vraiment. Et la première manière de ne pas prendre les gens pour des cons, c'est que les gens qui sont aux manettes, que ce soit dans le secteur économique ou dans le secteur politique, ou dans le secteur associatif parfois, fassent eux-mêmes l'effort de comprendre quelle est la situation. Effort qu'ils ne font pas toujours, qui font de temps en temps, mais qui ne font pas toujours. La deuxième chose, c'est ensuite en ayant des modes d'action dans lesquels on ne sépare pas l'effort collectif de la répartition de l'effort. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, moi je serais très intéressé à ce qu'il y ait des études sociologiques un peu approfondies où on pose aux gens la question qui est quel effort vous êtes prêt à faire à condition que. D'accord ? Si on force M. Bernard Arnault à descendre de son jet privé, est-ce que oui ou non vous êtes d'accord pour prendre un peu moins l'avion? Et aujourd'hui, on ne pose pas cette question. On leur demande est-ce que vous êtes d'accord pour prendre moins l'avion? En fait, les gens, une partie vont y répondre en se disant tant que M. Bernard Arnault monte dans son jet privé, je ne vois pas pourquoi moi on viendrait me faire chier avec mon vol en avion. Je suis sûr qu'une partie des gens pensent comme ça quand ils répondent. Et je ne sais pas quelle proportion. Je ne sais pas si c'est 1% ou 90% des gens qui répondent non, mais il y en a une partie. Donc, mais je suis fermement convaincu que la question de l'équité est indissociable de la question de l'effort collectif. Et aujourd'hui, dans un monde dans lequel les inégalités recommencent à augmenter après avoir très fortement diminué, il faut quand même le dire, grâce à l'abondance énergétique. Pour vous donner un chiffre, les 1% des Français les plus riches en 1900 détenaient 60% du patrimoine des Français. 60% de la totalité du patrimoine des Français était détenu par 1% de la population en 1900. Au moment du choc pétrolier, qui a correspondu au minimum, pour des raisons énergétiques, ou au maximum d'égalité, ou au minimum d'inégalité, le pourcentage avait été divisé par 4. C'est-à-dire que le 1% des Français les plus riches ne détenaient plus que, entre guillemets, vous allez me dire c'est trop, peut-être, ok, mais c'était que 15% du patrimoine des Français. L'émergence des classes moyennes, c'est le pétrole. Dans un monde dans lequel ça part dans l'autre sens, le danger, et en fait c'est un danger qu'on est déjà en train de constater aujourd'hui, c'est que les inégalités se creusent, et c'est très exactement ce qui est en train de se passer à petite vitesse pour le moment, depuis les chocs pétroliers, c'est-à-dire depuis le moment où on est passé en France à un arrêt, depuis le moment où on a vécu l'arrêt de la hausse de la quantité d'énergie disponible par personne, c'est ça les chocs pétroliers, et depuis 2007 où on est en décrue de l'approvisionnement énergétique disponible par personne en Europe et en France, les inégalités ont commencé à augmenter de manière significative. Et il y a une très bonne corrélation, enfin ça s'explique assez simplement, pour des raisons physiques. Donc moi je pense qu'on n'ira nulle part si on ne traite pas ce problème. Et je dis ça en faisant partie des gens qui seront tondus. Moi je fais partie des gens qui seront tondus dans cette histoire, puisque je fais partie aujourd'hui des gens qui ont profité du système.
D'accord ? Je suis cadre supérieur, je gagne très bien ma vie, donc je fais partie des gens qui sont autour de nous. Mais je suis fermement convaincu qu'on n'y arrivera pas sans gérer cette question de la répartition de l'effort. Il y a des mesures qui sont anecdotiques dans les émissions, mais emblématiques dans la répartition de l'effort. Je parlais des jets privés tout à l'heure, pour moi ça en fait partie. Voilà, c'est anecdotique dans les émissions, mais emblématique dans la... Voilà, donc la question de comment on y répond à cette décrue, il y a notamment cette question-là. Il y a la question, et ça va avec l'organisation de l'action collective. L'organisation de l'action collective, elle va avec des grands... Alors après, je pourrais en parler des heures, mais avec un grand cadre et une délégation. Elle va avec une cohérence d'ensemble, qui aujourd'hui est quelque chose qui nous fait cruellement défaut. Elle va avec une vision claire des effets d'éviction. J'en ai parlé tout à l'heure sur la biomasse. Hein. Si vous faites de la biomasse pour le bois, vous n'en ferez pas pour le biogaz. Voilà, bon. Et elle va avec... ça répond aussi à la question qui m'a été posée tout à l'heure sur le sens. Elle va, alors c'est peut-être un peu grandiloquent ce que je vais vous dire, mais elle va avec le sens d'un destin national. Le bouquin de Todd là, que je suis en train de finir de lire, que je vous conseille de lire, La défaite de l'Occident, très intéressant, il parle justement du substrat anthropologique des États. D'accord, de ce qui fait que des substrats culturels et humains des États. Et ce qu'il explique aujourd'hui, c'est qu'en fait, l'État-nation est un truc qui est en train de se dissoudre. Mais ça se dissout parce qu'il n'y a pas de dessin derrière, il n'y a pas véritablement de projet. En quoi est-ce que le projet porté par un représentant de l'élite française est différent aujourd'hui du projet porté par un représentant de l'élite économique espagnole, italienne, russe ou américaine? Tout ça se ressemble beaucoup, quoi. Russe un peu moins, mais non, mais effectivement, russe un peu moins, mais américaine, voilà. Eh bien, donc ça va aussi avec un dessin, c'est-à-dire un projet politique d'ensemble. Donc on n'y arrivera pas avec un projet sans quelque part l'émergence d'un projet politique d'ensemble. Voilà. Donc tout ça, c'est des conditions du succès. Ça ne vous dit pas encore le pourquoi du comment dans le détail, mais il y a un certain nombre de trucs qu'il faut qu'on arrive à faire. Merci beaucoup. Dans les jours précédents, un papier sur une future décroissance démographique globale a été publié par certains démographes, américains il me semble, et donc circule dans les médias. Est-ce qu'une future décroissance potentielle de la population humaine serait vraiment une bonne nouvelle pour une décroissance économique globale? Ça facilite les choses. Je ne sais pas si vous savez, mais après la Grande Peste, vous avez eu la Renaissance. La Grande Peste au Moyen-Âge a été quelque chose qui a permis une formidable augmentation du niveau de vie des survivants. Pourquoi ça? Parce que vous avez laissé l'appareil productif intact avec moitié moins de gens derrière. Alors, une partie des choses, un des trucs qui s'est passé à cette époque-là, c'est que les moulins qui étaient utilisés pour moudre le grain, vous en avez 1 sur 2 qui n'étaient plus nécessaires, et ils ont été utilisés pour développer la proto-industrie de l'époque. On en a fait des soufflets de forge, des foulons de tannerie, etc. Et c'est ça qui a, quelques décennies, enfin un peu plus que quelques décennies après, conduit à la Renaissance, un siècle après. Voilà. Donc, une décroissance de la population avec une bonne épidémie, ça ne serait pas très drôle sur le moment, mais par contre, ça serait une façon très très indolore de marier une pas trop grosse régression du niveau de vie avec les limites planétaires. Bon, je ne le souhaite pas vraiment, mais c'est pour dire qu'une décroissance de la population, évidemment que ça aide. Alors la décroissance douce, bah, c'est juste la décroissance dans laquelle on fait un peu moins d'enfants qu'il n'y a de morts, voilà. Parce qu'on finit quand même tous par mourir un jour ou l'autre. À ce moment-là, bah, ça préserve, entre guillemets, le niveau de consommation des gens qui ne meurent pas. C'est absolument évident. Maintenant, est-ce qu'aux échelles de temps qui nous concernent, ça va changer grand-chose? Malheureusement, la réponse est non. Enfin, hors pandémie, la réponse est non. Parce que quand vous voyez qu'il faut que les émissions de gaz à effet de serre soient divisées par 3 dans les 30 ans qui viennent, pour se limiter à 2 degrés de réchauffement, bah, si dans les 30 ans qui viennent, plutôt que d'être 8 milliards, on est 9 ou 7, fondamentalement, ça ne change pas les ordres de grandeur, quoi. Hein. Donc, ok, au lieu de revenir à une 2 chevaux de 500 kg, dans un cas, vous revenez à une 2 chevaux de 550, et dans l'autre, c'est 450, enfin bon, c'est pas une grosse différence. Dans un cas, vous avez un parc de voitures qui est divisé par 3,3, et dans l'autre cas, par 2,9, ok, bon, mais vous voyez, on n'est pas dans pas une différence révolutionnaire. Donc aux échelles de temps qui nous intéressent, ça ne change pas grand-chose. À des horizons de temps plus lointains, c'est évident que de toute façon, la population va finir par diminuer. C'est
absolument évidente, parce qu'aujourd'hui, elle est hors d'état d'équilibre. Dans l'espace public, dans le débat public aujourd'hui, en France et en Europe en général, il y a la progression de ce qu'on peut appeler une idéologie qui consiste à utiliser la rhétorique de la liberté contre le climat. Et je pense que vous l'avez du moins vous y avez beaucoup fait face lors de vos interventions télévisées, notamment sur la liberté de chacun d'avoir un SUV, la liberté de ne pas être limité à 4 vols transatlantiques au cours de sa vie. J'aimerais avoir votre avis sur cette tendance. Est-ce que selon vous, c'est quelque chose de négligeable ou au contraire, c'est quelque chose qui est en progression et qui contrefait un peu l'urgence climatique et les combats qu'elle sous-tend? Et selon vous, quelles peuvent être les méthodes pour lutter contre cette progression idéologique, si je puis me permettre? D'accord. Alors, c'est un phénomène qui est réel. Et c'est un phénomène qui prend ses racines dans plusieurs causes. La première des racines, elle tient à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire à l'équité. C'est-à-dire, en fait, quand les gens reçoivent cette suggestion de privation de liberté, ils se disent c'est juste pour moi, les autres en profiteront, passeront à travers, etc. Donc ça, j'en veux pas. Il y a une deuxième racine qui est j'ai acquis ce truc-là, on va quand même pas me l'enlever. D'accord, c'est quand même sympa de prendre l'avion pour aller passer ses vacances ailleurs ou d'acheter une grosse bagnole, ou etc. Puis c'est quand même bien pratique, et puis ceci, et puis cela, donc on va pas me l'enlever. Il y a une troisième racine qui est je vois pas ce que je gagne en contrepartie. D'accord, voilà. Et en fait, l'époque récente, enfin, vous connaissez cette petite maxime qui est la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Et l'époque récente, basée sur une technologie déployée de façon très, je ne sais pas comment je dois dire, avec succès, nous a donné l'impression pendant un temps qu'on pouvait acquérir de plus en plus de liberté pour soi sans trop gêner celle des autres. Voilà. Et ce que le changement climatique amène dans cette affaire-là, c'est justement la négation de ce postulat. C'est-à-dire, en fait, ce gain de liberté qu'on a acquis va gêner celle des autres. Par exemple, celle de gens ailleurs dans l'espace et ailleurs dans le temps, à avoir des choses qui, aujourd'hui, nous semblent nécessaires. Manger, boire, pouvoir toujours vivre au même endroit, vivre dans la liberté de se déplacer, et un certain nombre de trucs comme ça. Donc c'est très perturbant, c'est très désagréable, et ça demande de la pédagogie, de la conviction et la présentation d'alternatives dans laquelle il y a également des gains. Alors je vais reprendre l'exemple à la noix de la voiture dont je parlais tout à l'heure et de la Porsche dont je parlais tout à l'heure. Si le fait de passer de la voiture au vélo vous amène un gain qui est un gain de considération, qui est un gain de bien-être physique. Parce que vous dites, tiens, si je pédale 5 km le matin, finalement, je me sens plus en forme, je suis moins stressé, etc. Je ne perds pas de temps à essayer de me garer, je constate que finalement, c'est bon pour mon moral, je me sens mieux. Donc si vous arrivez à faire en sorte que, exactement comme le type qui s'arrête de fumer ou qui s'arrête de boire, il faut lui mettre en face le gain qu'il va avoir, sinon il n'y arrivera pas. Bon. Là, c'est exactement pareil. Donc en fait, ça veut dire que cette privation apparente de liberté, il faut arriver à mettre en regard une espèce de gain de liberté ou de gain quelque part en face sous une autre forme. Voilà. Et il faut toujours commencer ce genre de truc par j'ai envie de dire, les cibles les plus faciles. Alors je vais vous donner un exemple de cible facile pour le voyage en avion. C'est quand le voyage en avion consiste à se déplacer d'une ville mondialisée pour aller dans une autre ville mondialisée, où à part le monument qui n'est pas le même que chez vous, tout est identique, les mêmes marques de fringues, les mêmes marques de bouffe, tout, absolument tout. Est-ce que finalement, cette même personne ne se serait pas plus dépaysée en faisant 300 bornes, en allant coucher chez l'habitant ou en allant dans une chambre d'hôte, discuter avec des gens qui élèvent des moutons, tiens. Peut-être qu'il serait beaucoup plus dépaysé. Donc, mais il faut lui mettre en lumière le gain. Personnellement, je pense qu'il y a des cas de figure évidemment qui sont plus ou moins faciles. Par exemple, la personne qui va prendre l'avion pour aller voir sa famille qui s'est installée à l'étranger, c'est plus difficile de lui faire renoncer à l'avion que la personne qui part juste en vacances. Donc voilà, donc par ailleurs, il ne faut pas voir ces modifications comme des modifications monolithiques, c'est-à-dire c'est du tout ou rien, tout le monde bascule en même temps, etc. Évidemment que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et je vais vous faire un peu la même réponse que la réponse sur le premier job qui m'a été posé tout à l'heure. Si on veut concourir à ce que les choses aillent dans le bon sens,
il ne faut pas s'attaquer à tout à la fois, sinon on n'y arrive pas. Donc il faut se choisir un combat gagnable et comprendre à qui on va s'adresser, comment est-ce qu'on va essayer de s'y prendre et comment est-ce qu'on va essayer de faire en sorte que les gens en aient eux-mêmes envie, parce que sinon on n'y arrive pas, parce qu'on est capable de leur mettre en lumière les avantages liés au changement. Voilà, mais il n'y a pas tellement d'autres manières Donc dans un changement, s'il y a renoncement, il doit y avoir gain quelque part. Alors le gain de liberté, on peut également y arriver, mais c'est plus désincarné déjà. À dire, si le fait de s'occuper sérieusement de ces questions environnementales permet, même au prix d'une restriction de notre liberté immédiate, donc vous n'avez plus la possibilité d'acheter un engin de 2 tonnes, vous conservez juste la liberté d'acheter un engin de 1,2 tonnes, ce qui est entre nous pas cher payé. Hein. C'est quelque chose qui permet collectivement de concourir à ce qu'on maintienne la liberté d'aller et venir dans un engin de 1,2 tonnes, alors qu'en gardant l'engin de 2 tonnes, vous courez le risque qu'on n'ait plus le droit d'aller et venir du tout, parce que bazar géopolitique, parce que bazar sociologique, parce que bazar de ceci, parce que bazar de cela. À ce moment, peut-être qu'il y a un certain nombre de gens qui acceptent d'adhérer à cet arbitrage. C'est-à-dire, je me prive d'un petit quelque chose tout de suite, qui n'est pas un gros quelque chose, au profit de quelque chose que je garde plus tard. C'est exactement le principe de la prime d'assurance, hein, qu'un certain nombre d'entre nous payons dans un certain nombre de cas de figure. Voilà, donc c'est pas nécessairement perdu d'avance, ce combat-là. Mais c'est clair qu'il faut un peu de créativité, un peu d'imagination et identifier la part du positif dans le changement, parce que même si j'aime pas le terme d'écologie punitive, si on est juste sur la part négative du changement, c'est beaucoup plus difficile d'entraîner les gens, c'est absolument évident.